Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, la Haute Autorité de Santé, ou HAS, a ouvert la voie à la fin de l'obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les professionnels de la santé. La HAS a rendu public son projet d'avis sur la question et prévoit une consultation publique avant de rendre son avis final fin mars. L'autorité publique se prononcera également sur d'autres vaccins qui ne sont recommandés que pour les professionnels de la santé, tels que la grippe et la rougeole. Hier, la Haute Autorité de Santé a émis un projet d'avis public suggérant que la vaccination obligatoire contre la Covid-19 pour les professionnels de la santé pourrait être levée. Bien que l'avis final ne sera rendu qu'à la fin du mois de mars, la HAS a souligné que cette vaccination devrait toutefois rester fortement recommandée, en particulier pour les professions pour lesquelles une recommandation de vaccination est actuellement en vigueur pour la grippe. Depuis 2021, tous les soignants et personnes travaillant dans des établissements hospitaliers doivent être vaccinés contre la Covid pour pouvoir exercer leur profession. La HAS va mener une consultation publique sur cette question, en raison de l'importance sociétale du sujet, avant de rendre son avis final. L'obligation de vaccination a suscité un débat intense avec des forces politiques de gauche et d'extrême droite appelant à la réintégration des soignants non vaccinés, tandis que le gouvernement et de nombreux professionnels de la santé s'opposent à cette demande pour des raisons médicales et déontologiques. La HAS a également été saisie par le gouvernement pour examiner l'ensemble des vaccins obligatoires chez les soignants, y compris ceux contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Pour le vaccin DTP, la HAS recommande de lever l'obligation, sauf pour les soignants de Mayotte qui sont particulièrement exposés à la diphtérie. Concernant l'hépatite B, la HAS recommande de maintenir partiellement l'obligation, en se concentrant sur les professionnels de santé exposés à un risque élevé de contamination, tels que les médecins exposés au sang comme les chirurgiens. En outre, la HAS prévoit de se prononcer ultérieurement sur les vaccins qui sont uniquement recommandés aux soignants, tels que ceux contre la grippe et la rougeole. Ces travaux se déroulent en parallèle avec ceux du Conseil national d'éthique qui a été chargé par le gouvernement d'examiner la situation des soignants suspendus. Que pensent les habitants de Moscou de la décision du président russe d'envoyer des troupes en Ukraine il y a un an? Voici quelques-unes des choses que les gens sont prêts à dire malgré les restrictions de la liberté d'expression. C'est dommage que des gens meurent et qu'ils n'aient pas pu résoudre ça pacifiquement. Mais en général, je ne veux pas qu'il y ait des missiles de l'OTAN déployés près de nos frontières. Certains ont des sentiments mitigés et peuvent comprendre les motivations des deux camps dans la guerre. D'autres se demandent comment le conflit va affecter leur avenir. Mon état mental a changé, mon anxiété a augmenté. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Cela m'effraie beaucoup car nous sommes des étudiants. Beaucoup voulaient aller à l'étranger pour faire un master. Ce n'est plus possible maintenant, il faut chercher d'autres options. Ce sont probablement les choses les plus importantes, la peur de l'avenir et l'instabilité émotionnelle générale. Dans d'autres cas, les gens essaient de s'adapter à la situation et de reprendre le cours de leur vie. Mais ils ne savent pas toujours comment parler du problème. Je parle surtout aux personnes de mon âge. Ils n'abordent pas vraiment le sujet. Tout le monde essaye de se recroqueviller et de passer à autre chose. La plupart des gens que je connais font leurs propres affaires, malgré tout. Ils s'adaptent, pour ainsi dire. Un reportage de la BBC indique qu'il est difficile d'évaluer le sentiment des Russes, car une loi leur interdit de discréditer l'armée russe ou de parler de guerre. Une actrice russe mentionne dans le reportage que les habitants de Moscou ne se regardent plus dans les yeux dans le métro. Extérieurement, tout va bien. La seule chose qui m'inquiète, c'est un ami qui a été enrôlé dans l'armée et les gars qui y sont. Les États-Unis ont averti que les citoyens russes ayant la double nationalité américaine et russe devraient quitter la Russie, car ils pourraient également être enrôlés dans l'armée russe ou faire face à des restrictions sur leurs mouvements. Et le consulat américain pourrait ne pas être en mesure de les aider. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les personnes ayant la double nationalité russe sont avant tout des citoyens russes, quelle que soit leur nationalité. Et le secrétaire d'État Antony Blinken a un message pour la Chine. Il a déclaré que fournir des armes et des munitions à la Russie serait, je cite, un sérieux problème. Un sujet signé Daniel Monaghan de NTD. Selon Blinken, les États-Unis craignent depuis longtemps que la Chine ne fournisse des armes à la Russie. L'année dernière, le dirigeant chinois Xi Jinping a promis à la Russie un partenariat sans limite. Cela quelques semaines seulement avant que Poutine n'envoie ses troupes en Ukraine.
Depuis lors, les liens entre les deux pays n'ont fait que se renforcer. Selon Blinken, des informations des services de renseignements américains suggèrent désormais que la Chine envisage de fournir de telles armes à la Russie. Blinken a rencontré le plus haut responsable de la politique étrangère du PCC, Wang Yi, à Munich au cours du week-end. Il a déclaré « Il était important pour moi de faire comprendre très clairement à Wang Yi que ce serait un problème grave. Les forces russes sont passées à l'offensive dans l'est de l'Ukraine. Blinken estime que la Russie a 97% de ses troupes terrestres dans le pays. Les Russes sont impatients de s'emparer du territoire avant que l'Ukraine ne reçoive les armes plus avancées, récemment promises par les États-Unis et d'autres pays. Le sénateur Lindsey Graham déclare que le monde devrait frapper durement la Chine si elle fournit des armes à la Russie. Il a déclaré que ce serait comme acheter un billet pour le Titanic après avoir vu le film. Graham estime que ce serait la chose la plus catastrophique qui puisse arriver aux relations entre les États-Unis et la Chine. Par ailleurs, l'ambassadeur américain auprès de l'ONU a qualifié de ligne rouge le fait que la Chine arme la Russie. Daniel Monaghan, NTD Actualité. Et le prix Martin Ennals pour les défenseurs et défenseuses des droits humains est remis chaque année à des défenseurs des droits humains en danger. Les finalistes ainsi que le lauréat de ce concours sont sélectionnés par un jury composé de 10 des principales ONG de défense des droits de l'homme dans le monde. Et cette année, c'est Feliciano Reina, Delphine Giraibe et Khurram Parvez qui ont été acclamés à Genève à l'occasion de la cérémonie Martin Ennals Award 2023. À la suite d'un examen approfondi, un jury composé de 10 ONG a sélectionné les 3 défenseurs des droits de l'homme, méritant cette année d'être honorés par le prix Martin Ennals. Le dénominateur commun des lauréats du prix Martin Ennals 2023 est leur courage, leur passion et leur détermination à porter sur la scène internationale la voix de ceux qui ne sont pas entendus. Khurram Parvez du Cachemire, Delphine Giraibe du Tchad, Feliciano Reina du Venezuela ont tous 3 été acclamés jeudi 16 février 2023 sur une scène de la salle communale de Plainpalais à Genève à l'occasion de la cérémonie. Le prix Martin Ennals leur offrira soutien et protection dans leur combat qui n'est pas exempt de danger. Lorsque Khurram Parvez a assisté à l'âge de 13 ans à la fusillade de son grand-père lors d'une manifestation de protestation contre le harcèlement des femmes se déroulant dans son Cachemire natal, il a pris la décision de ne jamais inciter à la violence et de ne jamais participer à une action de vengeance. Activiste non violent, Khurram voyage dans les zones les plus reculées de la région pour recueillir les récits des victimes d'abus et rapporter leur histoire. Sous sa direction, la coalition de la société civile de l'État de Jammu et Cachemire est parvenue à garantir davantage de droits à la population locale, malgré les attaques constantes du gouvernement indien. Actuellement détenu par les autorités, Khurram Parvez a été représenté par Mohamed Ashrafuzzaman. Vous savez peut-être que Khurram a été amputé de l'une de ses jambes à cause de l'explosion d'une mine dont il a été victime il y a près de 2 décennies. Qu'une personne comme lui soit en prison, dans la chaleur, dans le froid, dans les conditions insupportables de cette prison indienne, sans normes d'hygiène, c'est impensable. Ce sont des conditions terribles. Cependant, Khurram garde un esprit très positif. Il a envoyé un message pour le public ce soir. Je vais le lire. Citation. « Inutile de dire que je suis extrêmement reconnaissant pour cet honneur. Ce prix est une façon de reconnaître les décennies de souffrance inouïe des Cachemiris. Je ne sous-entends pas que nos voix ne sont pas entendues, mais les Cachemiris sont un peuple délibérément dur. L'ordre international ne veut pas nous entendre. Par conséquent, cette reconnaissance du Martin Ennals Award ira contre cette marée internationale qui met le Cachemire entre parenthèses et le réduit au silence par le biais de l'islamophobie.
Delphine Kemnelum Djiraïbe est l'une des premières femmes avocates au Tchad et une pionnière du mouvement des droits de l'homme dans l'un des pays les plus pauvres du monde, gangréné par la corruption et les violations des droits de l'homme. À la tête de l'organisation non gouvernementale Public Interest Law Center, qui forme des volontaires et accompagne les citoyens qui cherchent à obtenir justice pour les violations de leurs droits, Delphine a été particulièrement active dans la lutte contre les violences domestiques faites aux femmes. Au Tchad, vous pouvez être tué, torturé, vous pouvez être kidnappé et réduit au silence sans que cela ne porte à conséquence. Les droits de l'homme ne sont pas respectés, les défenseurs des droits de l'homme doivent se cacher, certains d'entre eux doivent fuir, et notre vie est comme une vie en prison parce que nos vies sont en danger. Nous sommes menacés en permanence, alors je crie à l'aide, car désormais je suis lauréat du prix Martin Ennals et je suis ici pour défendre la vie du peuple tchadien. Feliciano Reina a fondé Acción Solidaria pour fournir des médicaments et des traitements indispensables aux Vénézuéliens vivant avec le VIH et le sida. Acción Solidaria a mené une campagne nationale de sensibilisation au VIH et au sida qui a été diffusée à la télévision et dans les cinémas et qui a été couverte par la radio et les magazines. Selon nos études sur le terrain, quelques 18 millions de personnes ont encore besoin d'une aide humanitaire, ce qui représente 67% de notre population. Et il n'est pas étonnant que 7 millions de personnes aient quitté le pays. C'est tellement insupportable, si difficile. Vous savez, quand vous n'avez pas l'électricité, pas d'accès à l'eau, tellement de problèmes de santé, que vous finissez par penser que vous devez aller faire votre vie ailleurs, et pas au Venezuela. Tout cela concerne 25% de notre population depuis 2017. À noter que depuis sa création en 1992, le prix Martin Ennals a récompensé plus de 60 défenseurs des droits humains dans plus de 20 pays dans le monde. Et au cours du week-end, des milliers de personnes ont manifesté à Oxford contre des mesures visant à restreindre les mouvements des automobilistes. Les quartiers à faible trafic ainsi que les filtres de circulation proposés ont suscité la controverse dans la ville. Les opposants affirment que ces mesures auront un impact sur les libertés des personnes et affecteront les entreprises. Jane Werrell de NTD était à Oxford pour en savoir plus. Des manifestants ont rempli cette rue d'Oxford pour demander la fin des mesures de circulation, les quartiers à faible trafic ou LTN chez les Anglais, qui limitent la circulation sur les routes résidentielles, ont provoqué un tollé. Certains sont venus de tout le pays pour manifester, d'autres étaient des habitants du quartier qui voulaient faire entendre leur voix. Nous protestons contre toute une série de mesures prises par le conseiller du comté d'Oxford. Il ne s'agit pas seulement des LTN, mais aussi des barrages routiers sur les routes principales. Ils ferment les parkings, ils font payer les gens pour conduire au milieu de la ville. Ils vont même vous faire payer pour vous garer au travail. Les entreprises ferment, des gens qui ont travaillé dur toute leur vie perdent leur gagne-pain. Et je pense qu'il faut les arrêter. C'est comme si un voisin ne parlait pas à un autre voisin parce qu'il est anti-LTN et pro-LTN. Nous avons vraiment besoin de régler ce problème. Et nous disons non à la LTN et à tant de manifestations. Nous avons parlé au conseil du comté, au conseil municipal, aux conseillers locaux, ils nous ignorent tous. Les propositions du conseil comprennent un quartier de 15 minutes conçu pour que les résidents aient accès aux produits essentiels à moins de 15 minutes de marche de leur domicile, ainsi que les filtres de circulation qui limitent le nombre de fois où les résidents peuvent circuler sur certaines routes. Le militant et cofondateur de l'association Together, Alan Miller, estime que ces mesures ont un impact sur les habitants et les entreprises. Les quartiers à faible trafic avaient déjà un impact important. Nous venons de voir qu'un restaurant a fermé après 17 ans à Oxford à cause de cela. Et maintenant, la proposition pour la ville de 15 minutes, où vous avez des voies de bus sur 6 routes et vous empêchez beaucoup de voitures de passer par ces zones. Vous avez des laissez-passer pour 100 passages, comme si, d'une certaine manière, on avait négocié notre capacité et notre liberté de mouvement. Nous n'avons jamais eu de débat national ou local à ce sujet. Il y a aussi des préoccupations plus larges concernant les libertés civiles.
Franchement, nous n'avons jamais été d'accord avec ça. Les gens viennent de sortir des années de mesures sévères avec des confinements et des restrictions. Il y a une discussion sur l'identité numérique, la surveillance et le contrôle. Toutes ces choses sont basées sur l'utilisation de caméras de contrôle. Il y a des préoccupations autour de cette surveillance. Il y a aussi des préoccupations autour de la Banque centrale, des crypto-monnaies et comment elles sont liées à Sadiq Khan. Dans les discussions sur l'extension de zones à faible émission, il dit que ce serait vraiment bien et efficace si nous pouvions tout faire électroniquement à la source. Donc tout d'un coup, on se retrouve dans une situation qui pourrait être très problématique du point de vue des droits et des libertés civiles. La police locale a déclaré qu'un petit nombre d'arrestations ont été effectuées lors des manifestations à Oxford pour des infractions à l'ordre public, mais la grande majorité des personnes étaient pacifiques. Des projets de circulation similaires étant proposés dans d'autres régions du pays, ce n'est certainement pas la dernière fois que les gens feront entendre leur voix. Jane Warrell, NTD, Actualité. Vous avez certainement déjà entendu des hurlements de loups, mais avez-vous déjà entendu un chien hurler ? En Hongrie, des chercheurs étudient l'impact de la race, de l'âge et du sexe d'un chien sur son comportement et sur ses hurlements. Pourquoi certains chiens hurlent-ils plus que d'autres? Et cela a-t-il un rapport avec leur génétique? Voici Bijou, un husky sibérien. Il fait partie d'une étude menée par l'université Eötvös-Loránd de Budapest. 68 chiens pure race ont écouté des enregistrements de 3 minutes de hurlements de loup et leurs réactions ont été observées. Il s'agissait de Shiba, de Husky, de Bull Terrier, de Boxer. Il y avait 28 races différentes au total. La propriétaire de Bijou et éthologue Fanny Leotsky dirige l'étude. La principale conclusion est que la race importe réellement. Plus précisément, les races qui sont génétiquement plus proches des loups sont plus enclines à répondre par des hurlements. Et elles montrent également plus de signaux de stress que les chiens qui sont moins apparentés aux loups. L'âge s'est également avéré être un facteur. Ces effets génétiques qui ont trouvé que les races plus apparentées hurlent plus souvent que les races modernes. C'est vrai seulement pour les chiens qui ont plus de 5 ans. Chez les chiens plus jeunes, il n'y avait pas de différence entre les races. Alors comment les chiens plus modernes s'expriment-ils? Les chercheurs ont découvert qu'ils étaient plus enclins à aboyer qu'à hurler. Au cours de la domestication, l'importance de ce cri de cohésion de groupe et de ce cri territorial a diminué parce que les chiens ont été en quelque sorte poussés dans la société humaine et le groupe humain et qu'ils n'ont pas besoin de maintenir une meute comme dans le cas des loups. L'étude se veut être la première à étudier spécifiquement le hurlement chez les chiens domestiques. Et les amateurs de la gastronomie italienne ne seront pas étonnés d'apprendre que Rome a été désignée comme le meilleur endroit pour manger en 2023. La capitale italienne offre une scène gastronomique dynamique qui s'adresse à la fois aux habitants et aux touristes. Voici plus d'informations sur la cuisine romaine. TripAdvisor a désigné Rome comme la meilleure destination gastronomique du monde pour la période 2023. Les 2 autres villes italiennes, Florence et Naples, ont été classées respectivement 4e et 8e. Des villes de Grèce, du Vietnam et de France complètent le top 5. Les touristes ne tarissent pas d'éloges sur l'offre alimentaire de Rome. Quelque chose que nous prenons pour acquis, c'est la sélection diversifiée que vous obtenez dans un menu. Si vous voulez des fruits de mer, si vous voulez de la viande, si vous voulez des repas uniquement végétariens, vous voulez seulement des pâtes, pizza, vous avez tout. C'est la meilleure expérience que j'ai eue par rapport à la nourriture italienne américanisée comme Olive Garden ou quelque chose comme ça. Je dirais que certains des meilleurs plats que j'ai dégustés en Europe étaient ici jusqu'à présent. Eleonora Cozzella est rédactrice gastronomique au quotidien La Repubblica. Selon elle, l'offre gastronomique de Rome est diversifiée et s'adresse à tous les types de personnes et de budgets.
Rome vit une période de grand dynamisme. Il y a de plus en plus de qualité à tous les niveaux, pour tous les goûts, qu'un touriste ou un amateur de gastronomie peut rechercher. Du dîner au bar à vin, au bar à cocktail et jusqu'au restaurant haut de gamme. Selon TripAdvisor, 2 facteurs expliquent le classement de Rome. Le premier est la présence de nombreux restaurants qui font de la cuisine locale, ce qui est toujours très apprécié par les locaux et par les voyageurs. Et le deuxième élément est aussi la pléthore de différents types de restaurants que l'on peut trouver à Rome. TripAdvisor dit qu'il prend également en compte les avis. Mais certains se demandent s'il faut faire confiance aux avis en ligne. Giuseppe Ansuini est le propriétaire d'une épicerie située juste en face du Panthéon bimillénaire. Il vend de la ricotta haut de gamme, du parmesan et du salami gourmet. Tout le monde peut juger de tout de manière très rapide, même sans avoir vraiment goûté au produit. C'est facile pour un client de venir, de voir le prix, voire même de goûter. Mais il ne ramène pas les produits chez lui, donc il ne peut pas évaluer ce produit parce qu'il n'a pas cuisiné de pâtes avec cet ingrédient. Il n'a rien fait avec. Selon l'Association des restaurants italiens, le secteur a engrangé plus de 34 milliards d'euros en 2021. Andrew Thomas, NTD, Actualité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.